compris. Ça va? Ouais. On me voit de loin. Bonjour. Vous avez vu le film qui parlait de paroles de sourds. J'ai repéré quelques éléments dont j'aimerais poser les questions à nos invités ce soir, que vous allez pouvoir suivre avec moi. La première chose, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu, c'est OS7 2007. Quel a été le rôle vraiment de cette mission? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un petit peu sur ce point? Bien sûr. Alors, OS7 2007, c'est une association qui a été créée en 2007. Donc, en fait, son nom en entier, c'est O, Organisation. L'idée, en fait, c'était qu'on sauve un petit peu, qu'on protège la communauté sourde, qu'on la valorise. Pourquoi ce signe-là sur l'épaule, en fait, je peux vous en parler. Donc, OSS, vous avez évidemment James Bond, c'est 007, vous les connaissez bien évidemment, le permis de tuer, etc. Et donc on s'est dit que c'était pas vraiment nous le permis de tuer, mais le permis de signer et de convaincre par la langue des signes. Donc c'était pas mal, et donc le signe rejoint le signe de l'épaule avec le pistolet. Donc l'idée c'était vraiment, par rapport au pouvoir public, de montrer la situation des personnes sourdes, qui est une situation vraiment grave, notamment par rapport à l'éducation des enfants sourds. Évidemment qu'il y avait des adultes qui ont vu la même éducation et qui ont peur pour l'avenir des enfants qui connaissent la même chose. Donc on voulait participer, partager notre expérience pour vraiment donner conscience et que le gouvernement puisse nous proposer des solutions pour qu'on puisse faire changer et bouger les choses en fait avec cette association. Quand vous vous rappelez, dans l'année en 2008, OS7 2007 a organisé une grève de la faim. Pourquoi vous avez organisé cette grève de la faim ? Si on remonte le militantisme sourd, depuis toujours, les personnes souhaitent favoriser leur culture, la langue des signes, c'est un combat qui date de très longtemps. Ça a été déjà émergent et tout a été montré, la culture, la langue des signes, par une personne évidemment célèbre, Ferdinand Berthier, avec deux signes, soit sur le front, soit sur le buste, et donc il a été vraiment militant de la langue des signes, de la culture, etc. Il a créé même lui la nation sourde un petit peu à l'époque. On était en 1840 dans ces années-là. Donc il a créé finalement une génération, chaque année, de personnes sourdes qui se retrouvaient dans des banquets, qui se rencontraient en langue des signes, et qui invitaient également des personnes émérites, des philosophes, des écrivains, des politiques, qui les invitaient à ces banquets-là pour justement que ces personnes-là se fassent le relais de leurs valeurs et de ce qu'ils voulaient protéger en tant que personnes sourdes. Et pourquoi le lien avec la grève de la faim finalement? Ah oui. Pourquoi cette grève de la faim? Donc c'est une histoire du militantisme sourd qui est très longue, et il y a eu plusieurs formes de communication qui ont été employées, plusieurs formes de négociation. Et on n'arrivait jamais à rien, c'était toujours un écueil. Il y a eu quelques petites fenêtres ouvertes, mais très peu. Et le groupe OSS 2007 a souhaité faire une grève de la faim pour montrer une action vraiment frappante, que les gens nous voient enfin, qu'on soit vus en fait. C'était fondamental qu'on fasse quelque chose de grand. Et pendant cette grève de la faim, si on observe un petit peu, l'idée c'était de faire appel au pouvoir public, de les alerter. Quels étaient les messages? Qu'est-ce que vous proposiez à l'époque? Alors à l'époque, en 2008, 5 personnes ont fait la grève de la faim, donc on refusait de manger. On a préparé évidemment cet événement-là, hein. Ça a été assez long, donc on attendait une réponse, donc ça a duré 2 semaines. Et l'État, finalement, nous a répondu le 1er, finalement le matin. Nous étions à Saint-Jacques, donc alignés les uns aux autres sur des lits. Et en fait, le gouvernement, une personne qui participait au gouvernement, qui avait un rôle un peu secondaire, mais qui était en lien avec les personnes handicapées, la déléguée d'État aux personnes handicapées, nous a répondu finalement très rapidement. Donc nous demandions au gouvernement plusieurs choses. Dans un premier temps, nous souhaitions que le gouvernement reconnaisse et fasse un observatoire de la surdité. Nous avons également demandé que dans la loi 2005, qui est un joli texte au demeurant, par rapport à toute l'activité et l'enseignement en langue des signes, soit enfin, concrètement, vraiment réalisé, puisque là aujourd'hui on voit finalement qu'on est encore sur la réparation de l'oral, et majoritairement les écoles sont dans l'oral, et qu'on souhaitait qu'on développe davantage l'enseignement en langue des signes, comme il est écrit dans la loi 2005. Ça a été les 2 demandes fondamentales. Alors les gens effectivement se sont demandé, cette grève de la faim, on l'a vu à Saint-Jacques, finalement vous étiez invité, et puis la réponse était très rapide.
Donc ça a duré finalement assez peu de temps. Et pourquoi c'était si court finalement? Le groupe OSS 2007 avec lequel on a été très surpris que le gouvernement nous réponde finalement si rapidement. Il nous a proposé de se rencontrer, de travailler ensemble. Ça a été plusieurs personnes assez importantes du gouvernement, des chercheurs et d'autres personnes aussi politiques qui connaissaient les personnes sourdes, etc. Donc on les a rencontrés, on a commencé à travailler ensemble, ils nous ont proposé des réunions de travail. Et puis malheureusement à l'époque, la Fédération nationale des sourds de France n'était pas forcément encore en accord tout à fait, pas forcément prêt à avoir cette représentation politique, donc c'est un petit peu raté finalement à l'époque. Donc ça a été assez rapide par rapport aux résultats de cette grève de la faim. Et finalement, est-ce que vous, maintenant, quand vous voyez la situation, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui au OSS 2007? Est-ce que vous êtes satisfait? Déçu? Est-ce que vous êtes optimiste? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu les deux. Évidemment, on est quand même déçus, on avait énormément d'espoir, on avait ce lien avec ce travail qui était en train d'avancer, et puis finalement, on était passé structuré. En tant que personne sourde, avec la fédération, avec les associations affiliées, avec les associations de sourds, on n'a pas réussi à se mettre en accord, en fait, à l'époque, évidemment. Donc ça a été un peu une déception, quand même, de ne pas arriver à faire tout ça, mais on était quand même content d'avoir réussi à le faire, d'avoir réussi à se montrer. Et puis, il y a vraiment beaucoup de personnes sourdes qui ont pris ce modèle-là aussi, et qui se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire plein de trucs, donc avoir créé ce modèle-là, c'était important pour nous. Donc on a vu cette situation de la grève de la faim qui s'est terminée, et puis finalement il y a eu d'autres aussi, une autre action qui a été la marche Paris-Milan. Alors comment c'est venu cette idée-là? Pourquoi la marche Paris-Milan? Pourquoi vous avez organisé cet événement-là un petit peu insolite? Est-ce que tu veux répondre? Alors la deuxième action, donc la première c'était effectivement la grève de la faim, la deuxième action c'était en 2013. Donc c'était un énorme événement, une très grande organisation. Donc l'équipe d'OSS 2007 a beaucoup préparé pendant plusieurs années et a notamment délégué en plusieurs régions, des délégués régionaux pour essayer d'avoir vraiment le passage et le chemin en fait. Donc ça a été une préparation pratiquement militaire, hein, ça s'est très bien déroulé. Donc on a créé beaucoup de dossiers, on a plébiscité, on a fait des manifestes pour expliquer notre action, ce pourquoi on faisait tout ça. Et ça a été à chaque fois traduit en langue des signes. Et on pouvait le distribuer aux gens qu'on rencontrait. Ça a été aussi un outil de communication fondamental pour faire le relais en fait, de notre gauche. Donc ça a bien avancé, c'était assez positif. Donc on a effectivement fait Paris jusqu'à Milan. Ça a duré, c'était 1000 km en durée. Bien sûr, on s'était beaucoup entraîné physiquement avant. Hein. On n'a pas fait comme ça d'un coup 1000 km. On a eu quand même une préparation physique évidemment essentielle. Et donc de Paris à Milan, en fait, il y a eu beaucoup de sourds qui nous ont rejoints. Ça a été incroyable, très fort de rencontrer toutes ces personnes-là. Au cours de notre chemin, on avait tous le même objectif. Et ce n'est pas forcément qu'en France, mais aussi à l'étranger. Des personnes qui sont venues à notre rencontre, qui nous félicitaient, même des Américains qu'on a rencontrés. Et on s'est rendu compte en fait que le monde sourd était incroyable et qu'on avait tous le même objectif. Et vraiment, on souhaitait que la langue des signes soit reconnue par tous et que la culture sourde existe partout. C'est ça notre objectif. C'est intéressant. Effectivement, ça a été une préparation de 2 ans pour finalement réaliser cette marche. 42 jours, hein, je crois, effectivement, qu'elle a duré. Donc vous étiez un groupe de marcheurs, vous avez, j'imagine, beaucoup aussi échangé entre vous. Et qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de... Qu'est-ce qui a fait émerger finalement ce livre-là? C'était aussi la trace de vouloir garder tout ça. Et est-ce que tout le monde se dit, ah, ça aurait peut-être été intéressant de créer un film? Et finalement, non, vous avez préféré la forme écrite, en français écrit. Pourquoi ce choix? Alors moi je choisis en fait le choix du livre parce qu'on voulait cibler le public entendant dans un premier abord. Parce que le public entendant ne connaît rien des personnes sourdes. Même les personnes qui travaillent auprès des personnes sourdes dans le milieu de la surdité n'ont pas forcément le lien avec ces personnes sourdes-là. Les professionnels n'ont pas la maîtrise de la langue des signes aussi, mais très mal, et sont vraiment toujours sur l'audition, sur l'oral en permanence. Et on s'est dit non, ça n'est pas possible. On souhaitait un livre qui souhaite vraiment cibler, pas forcément que les professionnels, mais aussi le grand public en fait. Dans un premier temps, c'était vraiment alerter les médias. Alerter les médias qui soient touchés par tout ça et qui puissent se rendre compte de la situation, qu'il y avait des personnes sourdes à qui on avait interdit la langue des signes, que ça n'était pas possible, et donc on souhaitait ce relais-là. Et on souhaitait par ce relais attirer enfin le gouvernement et avoir enfin une autre porte ouverte. Donc c'est pour ça qu'on a choisi finalement la forme du français écrit, pour cibler davantage le public entendant. J'ai une question à tous les trois. Donc qui a participé à la marche finalement? Patrick et Aude. Donc vous avez participé tous les deux à la marche? Oui, moi j'étais en soutien d'Inadia, évidemment.
dans l'organisation, etc. Oui, bien sûr. Et ensuite, vous êtes passé à l'écriture du livre. Donc finalement, les personnes qui étaient dans la marche et les personnes qui ont organisé, tout ça, ça s'est mélangé. Donc vous avez créé le livre ensemble, en fait, toute l'équipe mélangée, c'est ça? Absolument, c'est ça. Et puis si je peux rajouter quelque chose, donc on a fait ce livre-là, qui vient du groupe de 6 personnes qui ont été en langue des signes, ce que disait Philippe tout à l'heure. Donc ça a duré effectivement 42 jours, et tous les jours on était ensemble, donc tous les jours on discutait, on échangeait, on s'ouvrait petit à petit en fait. Parce que, voilà, évidemment, on ne parle pas forcément de notre vie dans la vie quotidienne, mais là, on a commencé à parler de plein de choses, de nos souffrances, de nos rêves, un petit peu de tout ce qui était un petit peu affreux dans notre vie à nous. Et donc au bout de cette marche-là, on s'est dit que oui, c'était important de mettre tout ça dans le livre et de pouvoir vraiment le montrer au grand public. Je pense que s'il n'y avait pas eu la marche, le livre ne serait jamais arrivé. Parce que comment finalement ça s'est produit pour en face des personnes sourdes, c'était pour ça. Peut-être qu'il faudrait que nous vivions tous ensemble pendant 2-3 mois, et là il y aurait 10 livres qui seraient édités. Et il ne faut pas oublier aussi que nous étions 6. Comment dirais-je, on était ensemble, vraiment, on a marché ensemble. Tous les matins, on se faisait des petits signes, toute l'équipe, on se disait allez, courage, il faut y aller. Et on y allait. Symboliquement, c'était vraiment très fort de marquer ça. Oui, tu as le siècle des sourds en marche, voilà. Super. Hein. Alors, moi je m'interroge quand même. Parce que, auparavant, avant d'écrire ce livre, vous avez dit tout ça en langue des signes, une langue qui est visuelle, la langue des sourds, la transposer en écrit, en français. Comment vous avez fait? Comment s'est passée cette transition? Alors, dans la marche, donc, on ne voit pas bien là dans le public, pardon. C'est peut-être mieux que je me mette debout, mais oui, ce sera peut-être mieux. Pardon. Ah, c'est bon? Alors la marche Paris-Milan, bon, moi je l'ai organisée, mais je n'ai pas participé à cette marche. En fait, on se retrouvait, donc des gens de l'association OSS 2007, et c'est-à-dire qu'en fait, chacun a parlé de son vécu, mais des choses que l'on ne dit jamais, vous savez, c'est des choses que l'on garde pour soi tout le temps. Et puis on discutait, puis au fur et à mesure que chacun parlait un petit peu de son vécu, on s'est rendu compte qu'on avait tous vu la même chose, en fait. Et vous savez, au cours des soirées, et tout ça, on s'est découverts les uns et les autres. Et en fait, c'est ça qui était très important, parce qu'on a vraiment fait connaissance. Patrick a parlé du livre, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tous ensemble? Et on a tous dit, oui, on y va. Et là, c'était un véritable engagement. Hein. Tout d'abord, ça a été filmé. Donc, Patrick nous posait des questions sur différents thèmes, la famille, l'école, le travail, la communication avec l'extérieur, et donc on répondait à ces questions tout simplement, très naturellement. Donc une fois que tout ça a été filmé, donc c'était une vidéo pour chacun. Donc après, on a envoyé ça à l'université de Toulouse. Donc on leur a donné nos vidéos, et puis c'est comme si ça ne nous appartenait plus. Et après, on a eu la restitution, donc les traductions qui ont été proposées, on ne les connaissait pas, hein, les personnes. Hein. En fait, c'est Patrick Gache qui gérait ce groupe de travail avec ses étudiants interprètes. Hein. Il connaît très bien la langue des signes. Et donc, une fois fait, donc, nous avions les épreuves, et puis on faisait les corrections, et puis quand on a su que le livre allait sortir, on avait quand même un petit peu peur. Parce que, en fait, on parlait de nous. Mais on a fini par l'accepter. Le livre est sorti, je l'ai lu, et pour moi ça a été très fort en émotion quand je l'ai lu. Parce que ça m'a permis de prendre du recul sur ce que moi j'avais dit, parce que je l'avais dit comme ça vraiment sans trop y réfléchir non plus. Ben oui. Patrick nous a dit il faut avoir un livre. Je me dis oh là là, la trouille, hein. Parce que c'est pas sûr quoi, ça marche pas bien. Vous savez, moi j'étais seule dans ma famille, il n'y avait pas du tout de sourds, j'en avais jamais rencontré. Je me disais, oui, là, ça va pas être facile de vider son sac comme ça. Moi, je n'ai jamais osé. Ça fait un peu. Enfin bon, bref, et puis en plus, je ne signe pas bien, et puis j'ai peur, et puis bon, j'étais un peu perdue. Et puis, je l'ai fait. Il a fallu que je recommence plusieurs fois, hein, quand même. On a eu 3 rendez-vous. Et puis, je me suis sentie rassurée, un peu plus épanouie. Voilà, et puis voilà, ça s'est bien passé.
Vous n'avez jamais rencontré le groupe d'étudiants interprètes qui a fait donc la traduction, mais vous aviez donc des vidéos, vous leur envoyez, puis vous ne vouliez même pas savoir ce qui passait, puis après vous avez la restitution écrite. Mais est-ce qu'ils vous connaissaient? Est-ce qu'ils ne vous connaissaient pas du tout? Comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai qu'au départ, bon, comme l'ont dit Nadia et Aude, hein, on est parti de la langue des signes, donc de vidéos. On a donné toutes ces vidéos-là aux étudiants. Et ces futurs interprètes, hein, à l'époque, hein, en tous les cas, ils étaient encore stagiaires à l'époque, bon, on travaillait les traductions, et donc bien sûr sous le contrôle de responsables. Hein, donc déjà, il fallait passer de la langue des signes au français. Et puis, il était question aussi de la culture. Hein. Or, ces étudiants ne la connaissaient pas parfaitement, la culture sourde. Il y en a certains qui ne comprenaient pas toujours ce qui était dit en langue des signes, donc ils ont eu beaucoup d'apports de la part de Patrick Gache. De toute façon, voilà, hein, lui connaît très bien la langue des signes, et c'était une chance pour ces étudiants, parce qu'ils ont pu apprendre dans de bonnes conditions. Et puis, nous, après, bien sûr, ils nous donnaient leurs textes. Donc, nous, c'est nous qui gérions. Donc, on faisait les corrections, etc. Donc, pour trouver le format du livre. Et après, il y a M. Guézet, qui donc, est l'éditeur avec qui j'ai travaillé. Donc, bien sûr, il a lu très, très méticuleusement la moindre virgule, le moindre point. Mais c'est son travail, c'est son métier, il le maîtrise bien. Hein. Donc, ça a été un long travail, bien sûr. Alors, les stagiaires interprètes... il leur arrivait parfois de ne pas comprendre le propos, donc ils contactaient la personne, que ce soit Aude par exemple, pour lui dire bon ben voilà, là on n'a pas compris, qu'est-ce que vous allez nous dire? C'était le problème lié à la distance, surtout et essentiellement. Vous parlez de monsieur Jazet, pardon. Jazz, mais comment l'avez-vous rencontré et pourquoi lui? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, bon, comme vous savez, il y a 1000 et 1000 maisons d'édition avec des styles très différents. Et moi, c'était une maison d'édition que j'avais vraiment très, très envie de... C'est avec eux que je voulais travailler. C'est la maison d'édition Découverte. Parce qu'ils parlent beaucoup des minorités, etc. Donc, beaucoup de défense sur des minorités qui sont opprimées, etc., etc. Et moi, j'estimais qu'on était vraiment dans ce cadre-là, vu notre combat. Alors en fait, j'ai eu ce contact grâce à Monsieur Massia, qui est là. C'était une chance. Il connaissait en fait Monsieur Gézet, qui devait venir, mais malheureusement, je pense qu'il a eu un imprévu, enfin, ou peut-être va-t-il arriver plus tard. Mais donc, il se connaissait. Et il a réussi à le convaincre. Et c'est comme ça que ça a pu se faire. Et c'est comme ça que les éditions de la Découverte ont accepté d'éditer notre livre. Monsieur Gézet, bon, on n'a pas de signe, hein, mais c'est une personne très respectueuse, qui a vraiment respecté la parole des sourds, qui n'est jamais intervenu. Il a travaillé sur des mots, sur des pavés, des paragraphes qui semblaient des fois un peu lourds, mais vraiment, sinon, il nous a vraiment laissé toute liberté. Il était vraiment très très bien. Alors moi j'ai encore des questions, parce que vous parlez de Monsieur Massia, vous connaissez depuis longtemps. Et comment vous êtes-vous connu? Oui, on se connaît, parce que Monsieur Massia a sa fille sourde, qui s'appelle Sarah. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Elle travaille à Mediapi, et c'est une personne de grande valeur. Mais ça a été vraiment le hasard, une chance quoi en fait. Donc voici ce livre. Et combien il était vendu à combien d'exemplaires là jusqu'à maintenant? Alors j'ai eu récemment là une information de la maison d'édition depuis la sortie de ce livre. Donc à travers la France, il y a 1700 livres qui ont été vendus. Et puis il y a aussi l'équipe OSS 2007 qui a vendu aussi quelques livres, à peu près 500 exemplaires. Alors, d'après la maison d'édition, ce sont des bons résultats, c'est plutôt positif. Nous maintenant on aimerait bien qu'il y ait 100 000 exemplaires de vendus, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, bravo. Peut-être que ce soir, il va y avoir beaucoup d'achats. Mais donc vous avez rencontré différentes personnes, certaines ont lu le livre. Quelles ont été les réactions des lecteurs? Quels sont les retours que vous avez eus? Oh,
Alors, moi j'ai eu 2 retours. Des parents d'enfants sourds qui, en le lisant, ont compris très clairement. Et ça leur a été un outil très utile pour eux. Donc ça, c'est un retour très positif. Et d'autre part, une personne sourde, oraliste, qui, en lisant, s'est rendu compte qu'il avait le même vécu que tous les témoignages. Et qui s'est senti rassuré parce qu'il n'était pas tout seul à avoir vécu ça. Voilà. Donc en fait, c'est bien parce que ça permet à certains de se retrouver dans les témoignages. Oh, tu veux peut-être dire quelque chose? Non. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de retours. Il y en a plein qui disent mais c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça que j'ai vécu. La chance que l'on a aussi, c'est qu'il y a la version en langue des signes, parce qu'il y a beaucoup de sourds qui ont des difficultés de lecture, hein. Et donc il y a la version en langue des signes, et ça fait du bien naturellement pour les sourds de pouvoir le regarder directement en langue des signes, et il y en a plein qui sont très satisfaits. Donc en fait c'est un livre bilingue, en version française et langue des signes, donc pour tout public. Super, hein. Alors si je reviens un petit peu en arrière, par rapport aux médias dont vous parliez tout à l'heure, différents médias, par exemple le magazine de la santé, Arte, le magazine Le Nouvel Observateur, il y a eu beaucoup de médias, finalement quelques médias, qui ont parlé de ce livre-là. Est-ce que vous trouvez que ça a été une réussite par rapport aux médias qui se sont emparés de ce livre-là? Vous trouvez que ça a été un retour positif pour vous qu'on en parle dans ces médias-là? Est-ce que vous êtes déçus finalement du retour que ça a pris, des enjeux? En fait, les éditions La Découverte, à chaque fois qu'ils publient un nouveau livre, ils ont un service presse. Donc ils font énormément de communication envers tous les médias, tous les journaux, à la télévision, etc. Dans tous les publicités de reportage, pendant 3 mois, ils ont vraiment un appel à tous les médias. Un appel médiatique. Et donc ils ont réussi à, effectivement, sur France 5, le magazine de la santé, avoir un petit passage dans l'émission, sur Arte également, et puis dans le magazine Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur, c'est un média qui était sur Internet. Donc ça a été vraiment un gros travail, hein. Ça a été un fichier, qu'ils ont un fichier presse, un fichier client qui sont très forts, et donc finalement, nous, quand ça s'est terminé, nous, on n'a pas de moyens par rapport à eux, évidemment. Donc en fait, quand ça s'est terminé, on n'a pas pu payer une agence de presse pour prendre le relais. Donc c'est pour ça qu'on a rencontré ce souci-là aussi, parce que ça n'a pas pris la suite après qu'on ait passé dans ces quelques médias-là. J'ai une dernière question. Après, je vous laisserai peut-être réagir, parce que je ne suis pas gourmand, je veux partager avec vous nos invités de ce soir. Donc il y a eu plusieurs événements qui ont été en lien avec OSS 2007. Est-ce que maintenant vous avez quelque chose, un petit peu, que vous avez envie de faire, de nouveaux projets? Peut-être un deuxième livre, une deuxième marche, une deuxième grève de la faim, ou est-ce que quelque chose d'encore nouveau, peut-être? Est-ce que vous avez des choses qui grondent un petit peu en vous? Alors, donc ça fait quelques temps, maintenant ça fait 10 ans que l'association existe, alors on n'est pas en train de retirer de tout ça, on se dit c'est bon, c'est fini, j'ai fait mon temps, pas du tout. On a envie de faire plein de trucs, on a envie de faire changer les choses, on a envie de faire changer les regards, et quand tout ça aura réussi, on partira vers d'autres projets. Après là, pour l'instant, de projets concrets, on est vraiment encore en train de publier, de diffuser le livre, hein, c'est un gros travail encore pour l'instant. Un deuxième projet, peut-être un deuxième livre, peut-être, mais je n'en dis pas plus, on verra ce que l'avenir nous réserve. Tiens, Aude, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose? N'hésitez pas. Ce livre-là, vraiment, pour moi, je souhaite qu'il soit vraiment diffusé à tous. C'est important que le monde entendant qu'ils ne connaissent pas le monde sourd, c'est un monde qui reste toujours un peu flou pour eux. C'est important que le message passe et que le livre soit vraiment diffusé partout. Parce que quand on lit ce livre, je pense que j'aimerais bien que le monde soit un peu à l'envers et que tous les entendants puissent signer, ce serait vraiment un rêve que j'aimerais bien atteindre. C'est la même idée que Nadia pour moi. Ce qui est important, c'est la langue des signes, de valoriser la langue des signes. On a tous besoin de ça, on a tous besoin d'être solidaires, d'être forts. C'est dommage parfois qu'il y ait quelque chose qui soit un peu cassé, que l'oral casse tout ça. Il faut vraiment qu'on soit sur la langue des signes. Dans les écoles, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la communication avec les enfants sourds, il faut qu'on montre que la langue des signes, elle a une vraie valeur et que c'est la première base pour ces enfants-là, pour qu'ils s'épanouissent. Bravo. Bravo, merci. Merci. Est-ce que tu peux allumer le public un petit peu, s'il te plaît? Super.
Ah, voilà, on vous voit, c'est mieux, plus agréable. Baisse un petit peu. C'est bon? C'est bon? Ok. Super, merci. Je regarde l'heure. On est pas mal, donc je vais vous laisser poser des questions à nos invités. Une petite chose cependant. On essaie d'avoir une vraie question, de ne pas répéter peut-être ce qu'on a déjà dit. L'idée c'est de partager avec les personnes qui ont envie de poser des questions, surtout le projet général, que ce soit des questions qui apportent à tous. Et s'il vous plaît, venez sur le côté de la scène, ce sera à ma place ici, que vous pourriez poser les questions pour que ce soit dans le cadre de la caméra. On voit déjà une personne qui souhaite poser une question. On va en rester là, on verra. Bonsoir à tous. J'ai deux questions. Vous avez dit dans le film et dans le livre que votre première famille c'est ça, ma deuxième famille c'était la famille de personnes sourdes. Il y a beaucoup de personnes sourdes qui disent ça, mais moi pour moi c'est l'envers. Pour moi la première famille c'est la famille sourde, et l'entendant c'est plus vraiment une famille. Pour moi, ma famille principale, ce qui m'a permis de m'épanouir en fait, c'est les sourds. Les entendants ils ne permettent pas de m'épanouir en fait. Ce qui m'a vraiment fait que c'était quelque chose, c'était ma première famille c'est les sourds. Et vous dites le contraire. Que finalement, enfin moi je suis pas convaincue par ça. Vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi vous dites que c'est la deuxième famille finalement? On a aussi personnes différentes, 6 témoignages, et avec des relations compliquées, parfois désolantes avec leur famille. Et ça a été quelque chose de décevant en fait, que leur famille ne soit pas dans la langue des signes alors qu'ils étaient entendants. Donc, par exemple, Janine, qui dit qu'à 50 ans, finalement, elle découvre ça, qu'avant, elle a été coincée sans langue des signes, de ne pas pouvoir s'épanouir, et qu'elle a rattrapé finalement le temps perdu à partir de 50 ans. Et donc, elle voyait finalement comme une déception par rapport à sa première famille, et que sa deuxième famille l'avait sauvée. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est quand même un lien avec la famille très fort, mais pour moi, c'est l'envers. Pour moi, c'est l'inverse. C'est les sourds d'abord, et les entendants après. Enfin, c'est pas vraiment pour moi. Enfin, bref. Et pendant cette marche-là, vous êtes arrivé jusqu'au bout, il n'y a pas eu de péripéties. Je crois qu'il y a une personne qui a abandonné par blessure, je crois, c'est ça, hein? Oui, absolument. C'est le rêve, effectivement. Oui, en fait, on était 6 au départ, on s'entraînait ensemble. L'objectif, c'était vraiment de faire 1000 km de bout en bout. Donc tout s'est bien passé pour nous 6, et puis on est arrivé à Lyon. Et il y a Laure, effectivement, qui a eu un souci à la jambe, et qui a dû arrêter, qui n'a pas pu continuer le voyage, qui s'est retiré du groupe. D'accord, en tout cas, merci. Bravo. Bonsoir à tous, bravo. Je n'ai pas encore lu le livre, mais c'est très intéressant, mais je n'ai pas encore lu le livre. Alors j'ai une question. Est-ce que vous pouvez peut-être le traduire en anglais pour que ce soit diffusable à l'international, dans le monde entier? J'aimerais bien, parce que ce serait bien, je pense à l'avenir aussi, et c'est vraiment la mondialisation aujourd'hui, et ce serait bien, la langue des signes française est très reconnue, et ce serait bien dans plusieurs années, il y a une jolie image, et que les gens aussi à l'étranger prennent conscience que ça, voilà. Je pensais à ça comme question. Oui, tout à fait, on le souhaite, hein. On souhaite bien sûr que le livre soit diffusé partout, dans le monde entier. Aux États-Unis, en Angleterre, et donc effectivement dans les pays anglophones c'est mieux en langue anglaise. Après on n'a pas encore de possibilité, peut-être qu'une maison d'édition américaine pourrait prendre cette traduction et pouvoir éventuellement discuter avec les éditions La Découverte pour éventuellement faire une traduction en anglais, mais voilà, c'est plus vraiment à nous finalement qu'à partir du projet. Bonsoir à toute l'équipe OSS 2007. Je regarde qui vous. Okay. Alors je prends la suite de Philippe par rapport à nos projets futurs d'OSS 2007. Voilà, moi je souhaite que tu restes là encore parmi nous pendant très longtemps. Et alors est-ce que tu penses déjà à l'avenir, peut-être à la nouvelle génération, à un relais qui pourrait prendre la suite peut-être de ton projet? Est-ce que tu es prêt à avoir ce relais-là? C'était ma première question.
Et puis, voilà, il y a eu beaucoup de soucis par rapport à... C'est un cercle vicieux, finalement, le problème avec l'identité sourde de chacun par rapport à l'oralisme. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient énormément dans la création d'individus chez les personnes sourdes. Et on cible beaucoup les pouvoirs publics, l'État par rapport à ça, mais peut-être qu'il faut qu'on change de stratégie. Peut-être que ce serait intéressant de cibler aussi la communauté sourde, et pas forcément que l'État, pour encourager aussi et solidifier, peut-être consolider en fait cette communauté sourde qui parfois n'est pas forcément bien soudée parce que comme l'identité n'est pas encore claire, ils se sentent pas encore bien et donc parfois elle est finalement assez disparate, alors que si on était vraiment très soudés tous dans une même identité claire, on pourrait être face à l'État. Voilà. Alors par rapport à la première question sur le passage de relais, par rapport à nous, évidemment, dans l'association OSS 2007, on est assez âgés, sauf Nadia, qui est la petite jeune du groupe finalement, qui a encore de longues années devant elle. Donc effectivement, oui, on pense au passage de relais, bien sûr. On sait que c'est important et qu'il faut passer aussi à des groupes de jeunes qui soient très mobilisateurs et qui puissent peut-être prendre le modèle de ce qu'on a fait à leur propre compte, en fait. On souhaite vraiment que cette énergie soit transmise et qu'on puisse transmettre tout ce qu'on a fait, des petites idées, des formes de militantisme qu'on a proposées, de combats qu'on a proposés, qu'elles soient prises en relais et que ce soit des réflexions qui soient prises à leur compte, évidemment. C'est ce qu'on souhaite. S'il y a vraiment des groupes de jeunes, des groupes qui sont mobilisés, on est prêt à faire le lien et à travailler ensemble, hein, s'il y a des associations de jeunes qui souhaitent reprendre ce combat-là. Par rapport à ta stratégie que tu proposes, effectivement face au pouvoir public dans un premier temps, mais aussi de cibler peut-être sur la communauté sourde, c'est vraiment, oui, un outil qu'est l'éducation, en fait. On est d'accord. C'est juste que c'est beaucoup plus long. L'éducation pour les personnes sourdes, c'est plus long. Et nous, on souhaite vraiment alerter les pouvoirs publics pour que, justement, eux aussi aient un rôle à jouer dans l'éducation, donnent les moyens que ces personnes-là se sentent mieux identitairement, justement. Évidemment que c'est aussi au gouvernement d'avoir ce rôle de la langue des signes comme base de construction identitaire et comme base d'ouverture sur le monde, en fait. Un exemple, justement, je suis allée moi-même à Visuel Toulouse, de la même façon que Aude, et Janine également. Nous sommes tous les trois allés à Visuel Toulouse, et Philippe aussi également. Donc nous avons fait une formation à Visuel qui a duré très longtemps. C'était 10 semaines en tout. Donc Janine a déposé son dossier à la MDPH de Toulouse. Moi-même, on a écrit ensemble une lettre d'intention dans ce dossier-là, et elle a réussi finalement à avoir une subvention de la MDPH pour avoir cette formation-là. Moi, j'habite Poitiers. On m'a refusé la subvention pour avoir ces cours. Donc là, je suis en cours de procédure judiciaire avec eux pour que le dossier aboutisse. Et le résultat a été parti il n'y a pas peu longtemps, ça a encore été refusé. Donc on est maintenant en appel dans cette procédure judiciaire. Donc la preuve, c'est que le gouvernement n'encourage pas du tout les personnes sourdes dans la formation, la professionnalisation. C'est vraiment une mise de côté, une mise à l'écart qui est terrible en fait. Et donc on le voit encore aujourd'hui très récemment. Donc on souhaite vraiment que les pouvoirs publics, que l'État finance aussi et donne les moyens nécessaires aux personnes sourdes de pouvoir réparer leurs souffrances passées et pouvoir vraiment se construire en tant que personne. C'est ça vraiment qu'on souhaite. Merci beaucoup. Bravo, merci. C'est vrai que c'est bien d'avoir fait ce livre. Alors moi, j'ai une question à propos des médias. Il est possible aussi peut-être de le montrer en tant qu'exemple pour la langue des signes, pour la diffusion de cette langue. Si le gouvernement ne connaît pas l'identité sourde, c'est un bon moyen aussi pour lui de pouvoir le découvrir et peut-être aussi après faire quelque chose pour aider la communauté sourde et que la langue des signes apparaisse dans la Constitution. C'est peut-être aussi l'un des objectifs de ce livre. Oui, justement hier, j'ai participé à la marche qui a été organisée, juste hier, pas Sourds en colère. Et on s'est retrouvés devant l'Assemblée nationale. Donc il y avait Sourds en colère, ainsi que le président de la fédération et moi-même, où nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. C'est une chance. Et nous avons pu rencontrer un député de l'UDI. Donc on a pu discuter très très brièvement, parce que c'était pas du tout prévu. Le secrétaire général, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc on a discuté très très brièvement, et moi j'avais apporté le livre, je lui en ai laissé un. Voilà, je lui ai conseillé de le lire. Alors peut-être qu'il y aura après plus tard un rendez-vous de travail, vrai,
rendez-vous, on verra. Et puis, j'ai vu, on avait aussi le secrétaire de groupe de La République En Marche, donc le groupe de Macron, avec qui nous avons pu discuter très brièvement aussi, 15 minutes, guerre. Donc en fait, ils ont eu un engagement minimum en disant qu'on pourrait avoir un jour un groupe de travail, une réunion. Donc là, pareil, je lui ai donné un livre. Et c'est un outil formidable pour les entendants, pour qu'ils comprennent ce qui se passe chez les sourds. Pourquoi est-ce qu'on se bat toujours sur la langue des signes où ils ne comprennent pas bien? De lire ce livre avec ses témoignages d'interdiction de la langue des signes et la souffrance que ça implique, c'est vraiment très important. Merci. Et bonne continuation. Et j'espère que enfin la langue des signes apparaîtra dans la Constitution française. Entends pas. Là. Bonjour à tous. Alors j'ai une question, je voudrais rebondir. Vous dites que OS 2007, la fédération, bon, on n'a pas pu bien s'entendre, ainsi qu'avec d'autres associations. Mais en fait, un peu comme il y a eu comme un veto quand même. Et pourtant, vous avez continué à vous battre. Est-ce que vous pensez que ça permet d'aller bien jusqu'au bout de votre idée? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Parce qu'avoir un accord de tous, ou malgré le refus de certains, est-ce que vous le feriez quand même? Est-ce que vous attendiez l'accord de tout le monde? Alors, la Fédération nationale, bien sûr, représente la communauté sourde, et moi, je leur tire mon chapeau, quand même. Lorsque nous avons organisé la grève de la faim, nous avons tout d'abord pensé être en lien avec la Fédération. Alors, pour X raisons, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Après, il y a eu la marche, donc Paris-Milan. Ça a été pendant un an, nous avons sollicité par mail, par différents contacts, etc., la fédération. Mais bon, il faut savoir aussi que ceux qui dirigent la fédération sont bénévoles eux-mêmes. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien du tout. Alors, bon, bien sûr, il y a eu un accord de leur part tardif, une semaine après notre départ, une semaine après le début de la marche. Donc, il nous aura fallu un an avant d'avoir cette réponse. Alors maintenant, à l'époque, c'est vrai que c'est ce que nous demandions, que la langue des signes apparaisse dans la Constitution française, etc. C'était bien sûr une de nos revendications. Mais la fédération n'était pas prête à mettre en avant cette revendication-là. Maintenant, elle s'y engage. Voilà. Donc, non, mais ce qui est bien, c'est d'avoir l'accord de tous. Parce que si c'est des oui et des non et tout, les sourds, ils ne savent plus à quel sens se vouer quand même. Notre objectif, quand même, il est commun pour tous. C'est le droit à la langue des signes. C'est mon avis. Voilà. En tout cas, merci et bonne continuation. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Alors, 2013, donc il y a eu la marche jusqu'à Milan, moi je me rappelle parce que j'y suis allée. Et donc est-ce qu'à Milan, qu'est-ce qu'il en est en Italie, eux, est-ce qu'ils ont pu faire avancer les choses ou pas? Alors, en Italie, ils ont bien avancé. Oui, oui, oui. Les politiques se sont ouverts à cette demande grâce à la marche Paris-Milan. Oui, oui, c'est l'information que j'ai. En France, ça tarde. Ça tarde. Mais il y a des traces. Vous savez, il y a les films, j'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. Donc, vous connaissez ce film. Dans ce film, il y a des traces de la marche, justement. Il y en a des images. Donc, ça se répand. D'autre part, la maison d'édition de la Découverte a accepté donc d'éditer ce livre. Donc, c'est une trace aussi, encore une fois. Donc, il commence à y avoir tous ces outils, ces traces. C'est pas négatif. Malgré tout, ça reste positif. L'objectif n'est pas encore atteint. Il faut le temps nécessaire. Et vous croyez qu'on pourriez faire un film, un reportage, vraiment pour toute l'organisation, parce que là c'est des paroles, mais un film aussi, ce serait peut-être bien par la suite de l'envisager. Je sais pas. Il faudrait que le réalisateur soit intéressé pour faire quelque chose. Voilà, il faudrait qu'il y ait un réalisateur qui dise moi je produis un film. Voilà. Ce serait bien, pourquoi pas en faire un film. Mais est-ce qu'il y a un réalisateur dans la salle? Merci. Oui, bonsoir à tous.
Donc, après, je parle dans le dessin, merci de traduire. Voilà, j'ai deux questions en fait à votre attention. Alors, la première, c'est est-ce que la maison d'édition a prévu une version numérique? J'avoue que bon, personnellement, je suis plus trop roman papier, enfin livre papier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un biais pour pouvoir vulgariser. Voilà tout ce que vos témoignages en fait qui sont laissés dans vos livres. Et la deuxième question, c'est j'ai cru comprendre qu'effectivement au niveau européen il y avait eu enfin en tout cas avec l'Italie il y a une sorte de concertation avec l'Italie, mais est-ce que il y a également au niveau association, est-ce qu'il y a également des synergies qui peuvent être trouvées avec des associations, je ne sais pas, peut-être au niveau européen dans d'autres pays, ou même à l'international, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, ou même dans d'autres pays. Enfin, j'avoue que je ne connaissais pas du tout la langue des signes, hein, j'avoue. Je suis venue en fait par curiosité, tout simplement, et puis là, en vous entendant parler, c'est vrai que le moyen de, enfin, c'est un petit peu commun à tout, hein, c'est d'essayer à chaque fois de trouver des synergies, de voir un petit peu faire les choses de bonne pratique, de manière à voir si dans d'autres pays il y a des pratiques qui ont été plus efficaces que d'autres, et puis tout simplement de manière à faire avancer voilà, votre cause, votre combat. Voilà, merci. Alors une version numérique existe, c'est tout à fait possible de l'acheter en ligne. Donc auprès de la maison d'édition, la découverte, ça existe, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour la première question. Après, en ce qui concerne les réseaux européens, oui, il y a l'EUD, donc, qui est la Fédération européenne des sourds. Donc il y a un réseau avec bien sûr des combats face aux gouvernements respectifs des uns et des autres. Donc le Parlement européen nous écoute et par exemple en 1988 donc il y a été question des langues minoritaires et des langues régionales. Donc la langue des signes a été reconnue à ce titre-là. Vous savez, bon, par exemple, il y a d'autres langues qui ne sont pas reconnues comme le romani, etc. Donc, il fait partie de cette liste maintenant, avec la langue des signes, donc ça depuis 1988. Donc, il y a beaucoup d'avancées par rapport à la France, qui est toujours très très en retard, par exemple. Après, la Fédération européenne des sourds est en lien avec la Fédération mondiale des sourds, et ainsi que la Fédération nationale française. Il y a à peu près 120 représentants. Quand même. Donc il va y avoir le congrès mondial des sourds qui va s'organiser ici même à Paris en juillet. Donc c'est la fédération qui s'occupe de tout ça. Donc d'ailleurs si vous avez envie de participer à ces moments, ce sera vraiment très intéressant. Puisque ça va être bien sûr un colloque international en lien avec l'ONU qui défend quand même les droits des personnes handicapées. Donc il y a des avancées à propos des sourds, quand même de grandes avancées. Il est question notamment dans un des articles qu'un enfant sourd dans son environnement, s'il n'y a pas de langue des signes, s'il n'a pas de modèle, cet enfant est en situation de discrimination. Ça apparaît dans des textes officiels. En France, les sourds subissent cette discrimination en grand nombre. Donc voilà, ce sont des articles que l'on peut utiliser après vis-à-vis du gouvernement français. Voilà. Je suis désolée, mais on est tenu par l'heure. Alors ne soyez pas inquiets, on reste ouvert. Donc il y a le bar, donc ça va être un temps d'échange possible pour vous, bien sûr. Alors, Patrick, je l'ai vu, il avait une grosse valise avec plein de livres. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi les acheter maintenant. Et puis, quand il sera en rupture de stock, ne vous énervez surtout pas. À IVT, nous en avons également en stock. Donc, vous pourrez toujours nous les demander. Et puis, nous avons aussi d'autres livres ici également. En tous les cas, la maison d'édition d'IVT est ouverte ce soir. Et le bar aussi est ouvert. Donc, vous pouvez continuer ces échanges, ces discussions, vraiment. Et moi, je voudrais donner la dernière phrase. Voilà, c'est vrai qu'il nous a parlé d'éléments qui sont repris par la fédération, etc., des vieilles idées qui sont reprises actuellement. Gardons les idées, quelles qu'elles soient. De toutes les manières, il n'est jamais trop tard. Ok ? Je voudrais dire quelque chose aussi très très brièvement, très très court, après vous pourrez sortir. Voilà, le ministère de la Culture a
a également aussi une délégation ça s'appelle la Direction Générale des Langues de France et de la langue française. Ils nous ont aidés financièrement pour la transcription de ce livre en langue des signes, donc ce livre écrit. Donc c'est l'entreprise Vice Versa qui existe depuis peu de temps à Toulouse, donc qui a pu faire ce travail-là, financé par la DGLFLF. Et c'est Madame Evenou, qui est la responsable de la DGLFLF, qui devait venir normalement ce soir et qui malheureusement a eu un empêchement, mais elle a été d'un grand soutien également. Et quand on lui avait demandé, elle n'avait pas d'argent, et pour autant elle a quand même cherché à obtenir de l'argent, et vraiment merci beaucoup à elle. Et merci à la DGLFLF qui travaille beaucoup sur la langue des signes, et non merci à la ministre de la Santé qui ne regarde que les oreilles et les bouches. Voilà, merci à tous. Merci. Et maintenant, vous pouvez vous rencontrer dans l'espace bar. Merci à vous. Et merci à Benoît.